Nous passons à présent au point principal de notre commission, l'audition de Madame Christine Cloarec-Lenabour et Monsieur Julien Damon sur le rapport au Premier ministre intitulé « La juste prestation » pour des prestations et un accompagnement ajusté, et de Madame Claire Pitola sur le rapport au Premier ministre intitulé « L'accompagnement des bénéficiaires du RSA ». Je pense, et peut-être le partagerez-vous, que nous ne pouvons que nous féliciter que certains de nos commissaires soient identifiés pour leurs compétences et que le gouvernement leur permette, en amont des réformes, de participer, voire d'initier la réflexion. Il me semble tout aussi fondamental que nous puissions saisir cette chance pour en débattre directement avec leurs auteurs, sans attendre la reprise éventuelle de tout ou partie par le gouvernement. Tel est l'objet de l'audition de ce matin. Je vais donc passer d'abord la parole à Christine Cloarec pour son rapport. Chère Christine, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, dans le cadre de la stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté, nous avons été missionnés, Julien Damon et moi, pour faire un rapport sur la juste prestation et par conséquent sur les sujets du non-recours, des indus et de la fraude aux prestations sociales. Nous avons effectué à peu près une trentaine d'auditions et lu de nombreux rapports sur la question, puisqu'il n'était pas question de réinventer l'eau chaude, mais bien d'aller voir tout ce qui s'était écrit sur la question, d'auditionner, de questionner par rapport à toutes les propositions qui avaient été faites. Et l'idée, c'était vraiment de trouver les propositions qui faisaient consensus. Le versement de la juste prestation n'est pas de réduire les droits, mais bien de réduire les erreurs autour des droits et de limiter les indus et les rappels. Il s'agit donc d'ajuster à la situation actuelle des bénéficiaires et à leurs besoins afin de renforcer la légitimité et l'adhésion de tous au système de protection sociale. Alors, il y avait un contexte d'évolution générale qui faisait que cette stratégie, mais particulièrement le sujet de l'accès au droit, nous étions prêts en tous les cas à poser les questions. Alors, la généralisation du numérique, répondant à la demande croissante d'ajustement, de personnalisation, de réactivité, voire d'instantanéité des réponses, et bien sûr toute la réflexion autour de la réduction de la fracture numérique, puisqu'on sait que le numérique aujourd'hui ne répond pas à tout et qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin d'un accompagnement à l'utilisation de tous ces outils pour formuler les demandes de prestations. Deuxième chose, l'ambition de trouver le bon équilibre entre personnalisation et complexité. Depuis les années 70, on a assisté à une volonté d'adapter le système de protection sociale à la diversification des ménages par ajout de catégories et prestations ciblées. Le problème, c'est que du coup, plus on personnalise, plus on nourrit aussi la complexité. Troisième chose, la volonté de maîtriser les dépenses publiques, pas l'oublier. Quatrième point, la volonté d'étendre la logique des parcours personnalisés. La juste prestation doit s'ajuster dans son montant, mais elle doit s'ajuster aussi dans son accompagnement. Il s'agit donc d'articuler au mieux prestations monétaires et services d'accompagnement, prestations légales et actions sociales. Cinquième point, l'ambition de moderniser et restaurer la confiance entre usagers et administration. La loi pour un État au service d'une société de confiance incite à la dématérialisation, à la simplification et à l'association des personnes aux politiques. Voilà. Donc ce sont les 5 évolutions un petit peu qui permettent aujourd'hui de dire, voilà, on est prêt à aller plus loin et à construire l'État-providence du XXIe siècle. Il est ressorti 2 chantiers importants dans notre rapport. Le premier, c'est la réforme des prestations, et le deuxième, c'est un meilleur accompagnement des bénéficiaires, enfin des personnes, puisqu'il y a aussi le non-recours et les gens qui ne viennent pas vers leurs droits, qui ne connaissent pas les dispositifs. Alors tout ça pour qu'il y ait moins d'indus, plus de droits justes, moins de fraude, plus de recours à bon droit et en même temps en maîtrisant la dépense publique. Cela implique de mettre la personne au centre, de réviser l'édifice des prestations et de l'accompagnement, non pas en fonction des institutions, mais d'abord des situations.
Je vais laisser Julien vous présenter les 10 mesures structurantes, les 10-12 mesures structurantes qui ressortent en fait de notre rapport. Bon, ça fait un peu liste, catalogue, mais comme on a fait 40 mesures, je me propose de ne pas vous les lister les 40, mais en effet de réduire par un facteur 4 nos propositions. Oui, ça fait un peu là, je trouve, inventaire à l'après-vert, mais vous verrez qu'il y a des propositions qui peuvent nourrir le débat ici, je pense. Tout d'abord, un des gros constats de nos affaires, c'est que nous avons un système de protection sociale et de service des prestations sociales qui fuit. C'est une métaphore de la plomberie, mais ces indus, ces prestations qui sont indûment versées, qu'il s'agisse de fraude, mais c'est pas l'essentiel. L'ensemble des prestations indues, c'est l'ensemble des prestations qui sont versées alors qu'elles ne devraient pas l'être, liées à la complexité fondamentalement du système. Ça représente 3 milliards d'euros pour la branche famille, ça représente 1 milliard d'euros pour Pôle emploi. Notre première proposition, puisqu'on se concentre trop sur la branche famille, sur ce dossier, c'est d'établir un compte annuel des indus. Et vous verriez que les sujets maintenant de retour à l'équilibre, mais en tout cas de trou de la sécurité sociale ou de dette sociale, pourrait s'envisager d'une autre manière si on mettait une priorité sur la récupération de l'ensemble de ces indus par des propositions que nous pouvons soutenir sur l'automatisation, le partage des données fiabilisées qui transforment le mode de gestion de nos prestations sociales. Première proposition, donc, produire chaque année une présentation globale des indus pour l'ensemble de la protection sociale. Deuxième proposition, qui sont des propositions qui peuvent s'intégrer dans les PLFSS à venir, même de très court terme. Une deuxième proposition, c'est de nettoyer les bases ressources des prestations. Nettoyer les bases ressources, c'est un terme techno pour dire que le calcul des prestations sociales, des principales prestations sociales, minima sociaux, autres prestations sous conditions de ressources, se fait aujourd'hui, se calcule de manière très alambiquée et très différente. Donc il semble extrêmement important, aux yeux de l'ensemble d'ailleurs des opérateurs que l'on a pu croiser, de nettoyer et d'harmoniser le plus possible ces conditions de ressources. Troisième proposition qui nous semble importante et potentiellement de court terme, c'est, vous savez que les organismes de sécurité sociale fonctionnent dans leur liaison avec l'État par des conventions d'objectifs et de gestion qui sont branche par branche. Nous pensons, avec le nombre d'experts et d'opérateurs que nous avons pu rencontrer, qu'il serait judicieux peut-être d'aller vers une COG unique avec l'ensemble des organismes de protection sociale, en tout cas au moins sur la question de l'accès au droit, qui est donc une des questions cruciales de notre mission, d'envisager une COG interbranche. À plus long terme, sur cette question des prestations, nous avons une quatrième proposition qui est, au-delà du nettoyage des bases ressources, d'harmoniser les périodes prises en compte pour l'éligibilité aux prestations. En gros, pour la CMUC, c'est 1 an, pour le RSA, c'est 3 mois. Et ça pose des problèmes de droit, et au-delà des problèmes de droit et des problèmes de liberté publique, même si on veut harmoniser, de gestion efficace pour les plus défavorisés. Donc nous proposons une harmonisation de ces périodes. Nous proposons, 5e point, sujet qui peut être plus discuté, quand on s'intéresse aux prestations ajustées, quand on s'intéresse dans une logique d'unification des prestations, de proposer à l'échelle nationale des barèmes dont pourraient se saisir les collectivités territoriales afin de gérer de manière sinon unifier, du moins harmoniser les prestations des collectivités locales. On veut aller vers un revenu universel d'activité, ça a été annoncé. Auparavant, on parlait d'une allocation sociale unique. Si on va aller dans cette logique d'unification des prestations, et sinon d'unification complète, d'harmonisation de leurs modalités de gestion, il faut pouvoir produire à l'échelle nationale des barèmes et des propositions aussi de systèmes d'information facilitant la gestion, facilitant la vie des gens. 6e proposition, alors que l'on a vu avec Christine pour d'ailleurs impliquer complètement votre commission, c'est, je ne sais pas qui dans la salle sait ce que c'est que le portail national des droits sociaux, peut-être pour vous faire travailler un peu, qui sait ce que c'est que le portail national des droits sociaux ?
Alors, il y a ceux qui écoutent, ceux qui n'écoutent pas. Bon, il y a ceux qui savent, ils ne sont pas très nombreux. Eh bien, c'est une des réformes en cours les plus importantes de notre système pour avoir un portail unique d'entrée dans la protection sociale pour tous nos concitoyens qui auraient là un site leur permettant de gérer leurs droits retraite, gérer leurs relations avec la caisse d'allocation familiale et donc les principales prestations sociales et familiales, gérer même potentiellement leur dossier médical personnalisé lorsqu'il sera parfaitement mis en place. Donc, ce que nous proposons, c'est d'accélérer le déploiement de ce PNDS et même qu'il y ait des ateliers au sein de l'Assemblée nationale pour, comme on le propose pour les allocataires, que eh bien, vous-même, les représentants de la nation, puissiez découvrir les vertus, mais encore les quelques défauts de ce portail qui est une révolution numérique en cours. Septième proposition, et là nous entrons dans le dossier de l'accompagnement, puisque nous pensons qu'il faut un ajustement du montant des prestations. Et par ajustement, ce n'est pas le réduire, c'est un montant qui soit plus réactif, une évolution des prestations qui soit plus réactive aux évolutions de la vie des gens. Nous pensons aussi qu'il est fondamental d'avoir une réforme dans l'accompagnement des personnes en difficulté. Et la première chose, à notre sens, c'est que tout le monde parle d'accompagnement, de travail social. Votre présidente est une experte pour avoir suivi les états généraux du travail social, entre autres responsabilités sur ce dossier. Mais il est aujourd'hui impossible de répondre à la question combien de personnes travaillent dans l'accompagnement des gens en difficulté. Quels sont les employeurs? Quelles sont les missions exactes? Quelles sont les éventuelles critiques, sanctions qui peuvent être faites si, du côté des personnes qui accompagnent les personnes en difficulté, ne sont pas mis en œuvre les obligations qui pèsent sur ces professionnels. Donc, en un mot, assez rapidement, nous pensons justifié et judicieux que puisse être demandée une mise à plat de ce qu'aujourd'hui nous réalisons en termes d'accompagnement, tant des allocataires du RSA par des caisses d'allocation familiale, des conseils départementaux, que par les allocataires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation aux adultes handicapés, des prestations extra-légales, car tout ceci, enfin moi je suis d'une liberté totale, c'est un gloubi-boulga qui fonctionne très mal. Alors, ça peut avoir ses vertus individuelles, des gens s'en sortent, mais le système n'est absolument pas performant. Et les premiers à s'en plaindre sont les personnes concernées. Les seconds, ce sont les professionnels de l'accompagnement et du travail social. Une huitième proposition, parfaitement dans cette logique, serait d'inscrire dans la loi le principe pour toute personne de pouvoir disposer d'un accompagnement et plus précisément de ce que nous baptisons, à la suite d'autres propositions, un référent unique. Notre idée est, comme il y a un médecin traitant, comme il y a eu cette institution du médecin traitant, en matière d'évolution de l'accompagnement, à plus ou moins long terme, nous proposons que soit envisagée la mise en place d'un travailleur social référent. Vous avez des propositions plus opérationnelles immédiatement, qui correspondent aussi au prochain rapport qui va vous être présenté, qui est, 9e proposition, de réduire le délai entre le moment où est versé le RSA pour la première fois et le premier rendez-vous avec quelqu'un qui sera en charge de votre accompagnement pendant toute cette période où vous restez dans le dispositif RSA. Et puis, 10e proposition et dernière, alors, parfaitement substantielle, là, et qui ne se résout pas d'un coup de baguette magique. Tout le monde aime parler du chef de fila, ça ne veut rien dire juridiquement, mais on est content de ce terme compliqué, en matière d'action sociale, que ce soit pour la gestion des prestations et surtout pour la gestion de l'accompagnement. Et nous proposerions, à la discussion au moins, un nouvel édifice avec des prestations qui sont nationales et un accompagnement qui soit davantage confié, complètement confié aux collectivités territoriales et probablement à la première d'entre elles sur ces dossiers, le conseil départemental. Voilà, c'est ainsi que nous proposons de refaire le monde. Moi, je voudrais revenir sur effectivement les mesures qui font des perdants et des gagnants. De toute façon, quand vous prenez des décisions, vous avez toujours des gagnants et des perdants. L'idée quand même, c'est d'essayer effectivement en amont de bien évaluer tout ça, mais il en va d'un enjeu de justice sociale et de justesse des droits. C'est comment est-ce que on donne les droits effectifs en organisant l'accès et l'accessibilité. Et puis deuxième chose, comment on sert les droits, tous les droits et rien que les droits. Et c'est comme ça qu'effectivement, il faut poursuivre la lutte contre le non-recours. On sait que notre système est complexe, qu'il y a des tas de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas
les dispositifs, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les conditions d'éligibilité, qui croient ne pas être éligibles. Et puis, il y a aussi, du fait de la stigmatisation, des personnes qui ne recourent pas à leurs droits. Et puis après, il y a le renoncement aux droits lié à la complexité, ne serait-ce que des formulaires de demande de prestations. Je vous invite à aller les tester. C'est complexe. Et donc, je crois qu'il faut vraiment que... C'est pas tant... Vous avez beaucoup parlé du niveau des prestations. Ça n'est pas l'objet de nos rapports. D'accord ? C'est vraiment comment est-ce que on accompagne mieux la personne dans son parcours, comment est-ce qu'on réduit les délais entre l'attribution monétaire et l'accompagnement pour sortir de cet état de précarité, pour retrouver un emploi et pour, bien entendu, dans une approche globale, eh bien, réduire tous les freins périphériques que les personnes peuvent avoir également. Pour ce qui est du revenu unique d'activité, je crois que la consultation, elle se poursuit justement pour mieux définir ce revenu. Et là, nous n'avons pour l'instant pas la réponse puisque la consultation se poursuit encore quelques temps. Je donne la parole à Julien Damon parce que sur les taux de non-recours, il y a quand même quelques précisions à apporter. Oui, c'est un petit point technique sur les affaires de non-recours. C'est devenu un sujet, en témoigne pas mal de prises de parole importantes dans le débat public sur les affaires sociales. On évoque souvent, vous l'avez évoqué 2 fois, 30% de non-recours aux prestations sociales en général. En réalité, il y a une seule étude qui a été faite au début des années 2010, c'était il y a déjà pas mal de temps, sur le non-recours à une seule prestation, qui est le RSA. Et généralement, on fait une erreur qui est de multiplier ce taux de non-recours par le montant maximum possible du bénéfice du RSA. Et on arrive à ce chiffre qui est très commun dans le débat public, de 5 milliards d'euros qui seraient économisés par les pouvoirs publics. En réalité, une grande partie du non-recours s'explique par le fait que vous avez des bénéficiaires du RSA potentiels qui ne bénéficieraient que d'un tout petit montant de RSA et qui verraient l'intrusion des caisses d'allocation familiale une fois par trimestre pour des déclarations trimestrielles de ressources. Le point général, c'est que sur le non-recours, on ne sait pas grand-chose. On se focalise trop sur le RSA, sur lequel on évalue le non-recours de manière un peu trop volumineuse, semble-t-il, et on regarde moins les autres prestations. Donc, le RSA est une prestation qui concentre les intérêts et les polémiques, mais le non-recours, s'il est moins important en termes de volume pour le RSA, est beaucoup plus répandu dans tout le système de protection sociale, qu'il s'agisse d'autres minima sociaux, comme l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation aux adultes handicapés, voire les prestations familiales, voire même les retraites. Tout ce système fonctionne par déclaration et par obligation des gens de demander les prestations. D'où l'importance, qui a été rappelée dans vos interventions, de l'automaticité dans le plan pauvreté qui a été annoncé, dont chacun peut penser ce qu'il veut, le fait de fusionner la couverture maladie universelle complémentaire et ce système invraisemblable de complexité qui est l'aide à l'acquisition d'une couverture santé, permet, par automaticité, de diminuer, là, le non-recours à cette ACS, qui, lui, est encore plus élevé que tout ce qu'on n'a jamais pu estimer sur le RSA. Donc, en un mot, sur le RSA, il faut peut-être élargir les préoccupations aux autres prestations et s'apercevoir que, si en termes de volume, c'est pas aussi important que cela qu'on peut l'imaginer sur le RSA, c'est peut-être beaucoup plus consistant sur l'ensemble des autres pans de la protection sociale. Alors, moi, j'ai envie de parler un petit peu du service public de l'insertion. Alors, plus qu'un guichet unique, nous, on parle de point d'entrée unique. On en a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, pour les jeunes et les missions locales. Je pense qu'il faut effectivement simplifier, rendre plus lisible notre système. Et pour ça, effectivement, point d'entrée unique, référent unique, nous, ça nous semble une piste plutôt intéressante et pertinente. Après, c'est comment on organise sur les territoires la coordination des acteurs. Ça, c'est à construire. Et je suis d'accord avec Claire, pour avoir auditionné, nous sommes déplacés sur les territoires, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont en cours ou qui ont eu lieu. Et je crois qu'à un moment donné, il faut aussi faire confiance aux territoires parce qu'il y a des spécificités qu'on retrouve dans certains territoires et pas dans d'autres.
et que ça doit s'organiser avec la mobilisation de tous les acteurs du territoire. L'objectif étant, bien entendu, à la fois d'accompagner vers la prestation, d'aller chercher les invisibles, ce qu'on appelle les invisibles. C'est aussi d'accompagner dans la prestation, et là c'est l'accompagnement global. Et puis derrière, il y a aussi d'accompagner hors de la prestation, et là c'est tout ce qui va permettre l'accès à la formation et à l'emploi. Donc c'est pour l'émancipation de la personne. On n'oublie pas, bien entendu, dans cette histoire, la mobilisation des accompagnés. Mais ça, on l'a dit dans les deux rapports, hein, c'est que les bénéficiaires de nos politiques doivent être associés, peut-être en amont d'ailleurs de certaines réformes, mais aussi dans l'accompagnement même dans leur parcours d'émancipation. Et de vous dire aussi que les annonces, c'est une chose, mais on ne nous a pas attendus pour commencer à réfléchir à la question. Il y a 15 jours, par exemple, la CNAF a organisé une réunion avec la Commission des affaires sociales de l'ADF pour réfléchir justement à la réorganisation sur les territoires. Donc, voilà, c'est en cours et ça continue. Il faut faire confiance, je pense, maintenant aux acteurs de terrain. Moi, je vais répondre à Marc Delattre. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement, effectivement, il y a une première chose à faire, et ça peut se faire qu'avec les travailleurs sociaux eux-mêmes, c'est de redéfinir ce qu'est l'accompagnement aujourd'hui. On n'accompagne pas d'abord les mêmes personnes. Aujourd'hui, on accompagne des profils qui sont différents. En tous les cas, se sont rajoutés des profils comme les migrants, comme les jeunes qui ont malheureusement des maladies psychiatriques qu'on voyait beaucoup moins auparavant. Donc, on n'accompagne pas de la même façon. Et je crois qu'il faut mobiliser tous les acteurs du travail social. Le Haut Commissariat au travail social s'y attelle déjà. Je crois qu'il faut vraiment mobiliser tous les acteurs pour redéfinir ce qu'est l'accompagnement aujourd'hui. Deuxième chose, c'est effectivement du coup réviser et adapter les métiers de l'intervention sociale en fonction de la façon dont on doit accompagner aujourd'hui. Et puis effectivement, je vous rejoins, il faut mieux reconnaître et mieux valoriser le travail social. Ça, c'est parallèlement, mais je crois que quand on aura redéfini l'accompagnement et qu'on aura revu les formations, qu'on aura revu ce qu'on attend aujourd'hui de l'accompagnement, on pourra effectivement mieux reconnaître et mieux valoriser ce travail. Nous, avec Julien Damon, on a beaucoup discuté. C'est dans l'esprit de ce qui se passe en médecine, c'est que l'idée, c'est d'avoir un référent unique, donc d'avoir des travailleurs sociaux plutôt généralistes, d'accord, qui puissent orienter à un moment donné les personnes vers des travailleurs sociaux spécialistes. On ne peut pas tout maîtriser. Je crois que l'idée, c'est vraiment ensuite de s'adosser à des organismes où il y a des travailleurs sociaux spécialistes de la santé, du logement, tout ce qu'on retrouve dans l'accompagnement global déjà. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, alors, c'est peut-être pas au titre du rapport, mais une remarque et une position personnelle. La remarque sur les poncifs et les lieux communs. Je pense que ça fait exactement 30 ans qu'on a les mêmes débats. Quand je dis 30 ans, c'est parce que le 1er décembre prochain, on va fêter les 30 ans de la création du RMI. Vous aviez eu exactement les mêmes débats sur ce que doit être l'insertion et ce que sont les risques de désincitation. Il y a 15 ans, on avait exactement les mêmes débats quand on a décentralisé le financement et une partie de la responsabilité du RSA. Il y a exactement 10 ans, c'est-à-dire le 1er décembre 2008, quand on a créé le RSA, ces mêmes débats sont revenus. Alors, c'est pas qu'ils sont fondamentalement éternels. On peut tenter de les trancher. C'est ce que je crois vous évoquiez en disant qu'il fallait des options claires. Moi, j'en ai une claire, qui m'est personnelle, et qui est fonction d'observation sur la dynamique générale d'évolution des prestations et du système de gestion. C'est très simple. On va vers un système de prestations centralisé et unifié et vers un système d'accompagnement décentralisé et personnalisé. C'est facile à raconter autour d'une table, difficile à mettre en œuvre, mais c'est vers ça que le système se dirige. Juste pour préciser à Sylvain Maillard,
que le contrat d'engagement réciproque existe déjà. Sauf que, effectivement, mais je pense que Claire, tu en parleras plus précisément, il n'est pas forcément appliqué. Donc, je pense, voilà, je te laisserai répondre là-dessus. Moi, je vais revenir sur le référent unique. C'est toi. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Nous, on est vraiment sur le point d'entrée unique, le référent unique, et effectivement, la coordination des acteurs derrière, parce que l'objectif, c'est quand même de réduire le nombre de déclarations des allocataires, c'est de faciliter l'accès aux droits. Donc, avec un référent unique qui se charge à la fois d'un seul dossier et à la fois, effectivement, d'orienter vers des travailleurs sociaux spécialistes, enfin, nous, ça nous semble vraiment l'idée la plus pertinente. Alors, le référent unique existe déjà aussi. Je pense qu'il faut le faire évoluer et il faut vraiment travailler sur les territoires. Enfin, pas que sur les territoires d'ailleurs, mais qui accompagne le mieux aujourd'hui. Je vous prends l'exemple des jeunes. Qui accompagne le mieux aujourd'hui les jeunes? Qui accompagne le mieux aujourd'hui, qui est en capacité d'accompagner au mieux les bénéficiaires du RSA? Donc, ce sont ces questions-là qu'il faut poser. Et ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on part de la personne et pas des institutions. Donc, comment est-ce qu'on répond aux besoins et aux attentes des bénéficiaires en les associant d'ailleurs à l'élaboration de leur parcours? Je ne sais pas si j'ai... Oui, on n'a pas dit que c'était facile, mais en tous les cas, je crois qu'il faut travailler avec les travailleurs sociaux justement sur cette notion de référent unique, c'est-à-dire de travailleurs sociaux plutôt généralistes et des travailleurs sociaux plutôt spécialistes. Hein, donc voilà. Je laisserai Julien répondre sur la précarité énergétique et effectivement le chèque énergie et le non-recours au chèque énergie. Je vais parler du dites-le nous une fois. C'est vrai que nous avons... exprimer notre intérêt pour la Banque Carrefour de la Sécurité sociale belge, parce que ça fait 15 ans qu'ils réfléchissent à cet entrepôt unique, non pas de centralisation des données des personnes, mais bien un entrepôt dans lequel vous trouvez toutes les données. Et donc, il y a une commission de contrôle et d'éthique en place qui labellise les organismes gestionnaires et qui permettent l'échange de données. Donc ça facilite effectivement l'automaticité des prestations. Et tout ce qu'on dit dans notre rapport, en fait, à long terme, nous, on pense que c'est possible d'arriver à ce système. Ça serait vraiment une avancée. Ils ont même là-bas leur carte d'identité avec leur numéro d'identification et ils ont accès à tous leurs dossiers personnels, que ce soit le dossier médical, que ce soit les points retraite, les prestations qu'ils touchent, etc. C'est de vraies avancées. Alors, on a pris un peu de retard, mais c'est le moment d'avancer et puis d'aller vers ce système pour nous un peu idéal. Tu veux rajouter quelque chose sur la Banque Carrefour? Ah oui, j'avais 3 mots, moi, sur les indus. Je pense qu'il faut, c'est vrai, être réaliste quant aux capacités de récupération, mais il faut aussi être optimiste quant aux capacités des systèmes d'information aujourd'hui et à leur réactivité pour ne pas générer les indus. On a du mal à les récupérer, certes, mais ce qui est aberrant, c'est de les générer. Aujourd'hui, vous avez un quart des allocataires des CAF, c'est-à-dire de 10 millions d'allocataires, qui ont au moins un indu chaque année. Ça coûte une fortune. Et c'est extrêmement préoccupant aujourd'hui par la contemporanéisation donc des allocations logement, peut-être d'autres prestations. À terme, on pourra limiter les indus. Donc, c'est pour ne pas désespérer sur ce dossier que je voulais dire un mot. Deuxième mot, sur le chèque énergie, alors, puisque vous avez posé la question, c'est une mesure intéressante parce que c'est un brin paradoxal. Le chèque énergie remplace cette année, en 2018, les tarifs sociaux du gaz et de l'électricité. Ces tarifs sociaux du gaz et de l'électricité étaient attribués automatiquement. Ils étaient attribués automatiquement aux allocataires, aux bénéficiaires de la CMU-C. Mais comme il y a un taux de non-recours élevé à la CMU-C, il y a donc des allocataires potentiels de ces tarifs sociaux qui n'en bénéficiaient pas. D'où l'idée d'un chèque énergie, qui lui-même pourra être réformé assez rapidement, parce que pour le moment, il est construit en fonction de ressources qui sont les ressources d'il y a 2 ans. C'est à partir des revenus fiscaux déclarés que l'on construit ce chèque énergie.
Comme aujourd'hui, on cherche à limiter de plus en plus le décalage entre la situation de revenus des gens et l'attribution des prestations, notamment avec les allocations logement qui sont en train de changer ce trimestre, enfin, en tout cas, pardon, au premier trimestre 2019, ce sera le cas aussi pour le chèque énergie. Mais il y a un brin de paradoxe, c'est vrai, à toujours plaider pour l'automaticité et s'apercevoir que cette automaticité peut être problématique. Troisième mot sur le dites-le-nous une fois. C'est la logique générale de la réforme et de la refonte même des systèmes de production des prestations. Quel est le problème des gens dans la mouise, quels que soient les seuils de pauvreté qu'on prend? C'est qu'ils passent leur temps à déclarer leur situation devant des ordinateurs, quand ils ont des ordinateurs et qu'ils ne sont pas dans la fracture numérique, ou devant la diversité des travailleurs sociaux. Donc toute l'idée, c'est d'aller vers une sorte de dossier social unique, de point d'entrée unique dans le système. Et je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure rapidement parmi 10 propositions, ce qui est trop à évoquer à l'oral. Cherchez vous-même à savoir ce qu'est votre situation personnelle en tant que résident en situation légale en France par l'intermédiaire du portail national des droits sociaux. Vous faites PNDS sur Internet, vous trouverez qu'il s'agit de ne pas avoir à déclarer en permanence sa situation. C'est embarrassant techniquement parce que ça prend un tout petit peu de temps pour le faire une seule fois. C'est insupportable que d'avoir à le faire régulièrement. Et au regard des différentes instances sociales, CCAS, mission locale, conseil départemental, caisse de sécurité sociale et associations, le métier, si j'ose dire, de personnes en difficulté, c'est de passer un quasi-temps plein à raconter ses problèmes. Et ça, c'est insupportable et ce peut être mieux gérable par les systèmes d'information et par la réorganisation du travail social. Eh bien, moi, je souhaitais remercier à la fois Claire Pitola, Christine Cloarec et Monsieur Damon pour leur participation et leur très beau rapport de ce matin et vraiment le bon échange qu'on a pu avoir toute la matinée avec vous. Mes collègues seront d'accord, mais voilà, nous avons terminé et je pense qu'on continuera cette discussion, à mon avis, au cours de l'année. Voilà, merci à vous tous.